18h20. Sébastien Barrio et son équipe vous reçoivent dans le Barrio Show. Le Barrio Show. La chronique, parfois lyrique, de Véronique. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter la chronique qui a été censurée. Parce que des chroniques, j'en ai écrit plusieurs, mais celle-là, immédiatement, boycottée par YouTube. Alors, tandis qu'à mon tour, atteinte par le Covid-19, allongée dans mon lit, je repense aux propos du professeur Raoult. Des personnages atypiques comme lui dans l'INSERM en regorge, et c'est tant mieux, parce que ce sont des chercheurs comme lui qui font aussi avancer la science. Ainsi, après 22 mois d'immunité naturelle, je suis positive et je décide d'observer le fonctionnement du système médical français. Le rhume Omicron se dégrade en bronchite et en pneumonie et j'ai déjà du mal à respirer. Est-ce qu'en 2 ans, on a enfin décidé de soigner les patients chez eux plutôt que d'attendre qu'ils se retrouvent en détresse, hospitalisés d'urgence ? Alors pour le Covid, si jamais c'est le Covid, il n'y a pas grand chose à faire, c'est du Doliprane. Toutes les 6 heures. D'accord. Eh oui, c'est lamentable, mais en 2022, c'est comme en 2020, on ne donne que du Doliprane. Comme il n'est pas question que je finisse à l'hôpital, je contacte un vrai médecin soignant heureux qui me prescrit le protocole du professeur Raoult. Antibiotiques, cortisone et ivermectine qui me guérit. Le docteur Montesino sur France Soir le 5 février 2022. Bonjour, je suis le docteur Laurent Montesino, je suis réanimateur et interniste et je suis actuellement suspendu depuis le 15 septembre. J'ai eu l'occasion de soigner des centaines de Covid, près de 600. Sur les 600 patients que j'ai pu prendre en charge, 200 simplement sont allés à l'hôpital et sont même pas allés en réanimation. Ces médicaments sont extrêmement efficaces et les patients le disent. Dès qu'ils les prennent, ils se sentent mieux tout de suite. À partir du moment où on les traite, tout ça, il y a des traitements très efficaces contre la Covid. En janvier 2022, j'ai testé le protocole du professeur Raoult et j'ai guéri. J'ai repensé à mars 2020. C'était aussi à coup de Doliprane qu'on soignait le Covid jadis. En 2 ans, rien n'a évolué. Alors que j'étais atteinte d'une pneumonie, un ami médecin à l'étranger m'a alors prescrit antibiotiques et chloroquine. Malheureusement, Madame Buzyn avait fait suspendre la chloroquine et je n'avais pu avoir que l'antibiotique qui m'a permis de soigner la pneumonie. Aux urgences, il a été constaté une atteinte pulmonaire à hauteur de 10%, et c'était déjà atroce. À ce moment-là, Paris ne recevait plus de patients et j'avais dû me rendre à Stein dans le 93 en taxi. Le médecin urgentiste m'avait congratulé d'avoir pris l'antibiotique et l'a prolongé. Il m'a alors expliqué que pour la chloroquine, malheureusement, les consignes venaient de changer et plutôt que de la donner dans les 3 jours de l'infection, ce produit était désormais consacré aux personnes hospitalisées en situation critique. Sans prendre parti, il ne comprenait pas pourquoi. Le professeur Perron, le 3 décembre 2021. Honnête, pendant 15 ans, j'ai piloté toutes les instances avec les gouvernements pour piloter la santé publique et les vaccins. J'ai jamais eu une casserole aux fesses. J'ai jamais eu d'histoire de corruption. J'ai toujours géré les conflits d'intérêts. Donc on vienne pas me chercher maintenant quand je continue à dire la vérité. Vous n'êtes pas le seul d'ailleurs dans ce cas-là, puisque le professeur Didier Raoult a été convoqué récemment par la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins pour avoir fait la promotion de l'hydroxychloroquine. Et il a même avoué récemment ne plus vouloir exercer la médecine. C'est honteux ce qu'on a fait sur Raoult. C'est un des plus grands scientifiques au monde que j'admire énormément. Et tout ce qu'il a fait à l'IHU, il a démontré de façon formelle que l'hydroxychloroquine marchait. Il n'y a aucun doute sur ce qu'il a fait dès le début. Même si récemment, certains membres de son équipe l'ont accusé d'avoir trompé les chiffres on a même sur l'hydroxychloroquine. personne à l'IHU de Marseille pour essayer d'attaquer Raoult. Mais je connais très bien son équipe, je connais très bien tous les professeurs, ses assistants qui travaillent là-bas. Il n'y a pas l'ombre d'un doute que ce qu'ils ont fait est un travail extrêmement honnête. Et c'est honteux d'avoir exigé ces études soi-disant randomisées avec tirage au sort, avec Discovery, Recovery, d'avoir compté des fiascos totaux, parce que Olivier Véran a fait arrêter Discovery quand ils se sont aperçus que c'est le seul groupe qui marchait bien, c'est l'hydroxychloroquine. Et pareil dans l'étude du Covid à Angers, l'OMS avait fait des textes déjà depuis plusieurs années en période de crise. Il faut y aller. On n'attend pas des mois pour des études avec tirage au sort. Ça c'est une dérive grave de la médecine.
pas qu'en France, hein, c'est dans le monde entier. C'est-à-dire que des méthodologistes, des gens de santé publique qui sont derrière leur ordinateur, qui n'ont jamais vu un malade, ils nous apprennent à nous, les cliniciens, comment soigner, et quand vous avez tous ces centaines de milliers de médecins de terrain qui ont dit depuis que j'ai utilisé l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, l'ivermectine, je n'ai plus envoyé aucun malade à l'hôpital ni en réanimation, et que vous avez c'est une poignée d'experts qui ont beaucoup de conflits d'intérêts en plus avec l'industrie, qui osent influencer le Conseil de l'ordre et tout ça pour dire ces personnes disent n'importe quoi, c'est des charlatans. Moi j'ai beaucoup plus confiance dans un médecin généraliste de terrain. Je salue aujourd'hui tous les médecins généralistes de France qui ont fait un boulot remarquable, qu'on a envoyé au casse-pipe au début quand il y avait le vrai virus, parce que maintenant tous ces variants Omicron, tout ça, ils sont plus très méchants, mais au début quand il y a eu la première vague où il y a quand même eu des morts malheureusement parmi les gens très fragiles, on les envoyait au casse-pipe sans masque, sans blouse, ils mettaient des sacs poubelles. Et puis après, on leur a interdit de prescrire le traitement alors qu'ils avaient constaté que ça marchait. Donc ça, c'est quelque chose qui me révolte. Puisque les traitements existent, pourquoi ne pas traiter les patients ? Le professeur Perron mentionne des conflits d'intérêts. Mais de quoi parle-t-il ? Est-ce que le fait de déclarer qu'il n'existe pas de traitement autoriserait de fait une injection expérimentale ? Le docteur Montesino. Ces vaccins ne peuvent être distribués à la population générale qu'à partir du moment où il n'y a pas de traitement. Donc déjà là, il y a une histoire de conflit d'intérêts. Il y a une histoire de... Voilà. À partir du moment où il n'y a pas de traitement, on peut distribuer les vaccins à la population et Big Pharma peut s'enrichir. Il y a là-dedans beaucoup de corruption. Ça paraît fou à un niveau aussi élevé, c'est-à-dire qu'on puisse prendre en otage des populations entières, mais c'est le cas. En France, le 24 novembre 2020, le président Macron avait assuré que la vaccination ne serait pas obligatoire. Puis, le 12 juillet 2021, il a déclaré l'inverse et a mis en place le pass sanitaire. Et depuis le 24 janvier 2022, le pass sanitaire est devenu vaccinal. Au 6 février 2022, 79,9% de la population française avait reçu une première injection, soit 53 838 731 personnes. En surfant sur le net, je découvre un article de novembre 2021 qui observe que les laboratoires pharmaceutiques, grâce à ce pass sanitaire, on en était déjà à 2 doses d'injection, gagnaient alors $1 000 par seconde qui passe. Je lis dans un communiqué d'Europe 1 de février 2021 que pour Pfizer, ce vaccin serait un des plus gros blockbusters de l'histoire de la pharmacie. Pfizer estimait en 2021 que les ventes de ce vaccin anti-Covid atteindraient environ 15 milliards de dollars en 2021. Mais dans un article de Capital du 8 février 2022, on apprend désormais que cette année, Pfizer vise 32 milliards de dollars pour son vaccin anti-Covid, auquel s'ajoutent 22 milliards de dollars pour sa nouvelle pilule Paxlovid. Curieusement, l'immunité naturelle n'a pas de foi aux yeux de nos dirigeants, alors qu'il n'en existe pas de plus puissante, puisque c'est celle qui est naturellement acquise. Aussi, je m'interroge de savoir si leurs conclusions sont basées sur des faits scientifiques ou s'il s'agit de fiction politique. Ainsi, allongée sur mon lit, je sirote une tisane de gingembre et je repense à mon fiancé grec avec lequel j'ai vécu une belle passion au point de quitter ma patrie. Lorsque je l'ai rencontré, il faisait une thèse à l'INSERM en biologie moléculaire. Et en le soutenant, j'ai découvert ce qu'était l'existence de l'ADN. L'ADN constitue la molécule support de l'information génétique héréditaire. C'est une molécule très longue, composée d'une succession de nucléotides. Il en existe 4, dont l'ordre d'enchaînement est très précis et correspond à l'information génétique. Et là, je me dis, existerait-il une corrélation entre le Covid-19 et notre ADN ? Je découvre alors un article publié en août 2021 par Science Immunology, qui fait état de recherches fruits d'une collaboration internationale pilotée par des chercheurs de l'INSERM, enseignants-chercheurs de l'Université de Paris, médecins de l'AP-HP au laboratoire de génétique humaine des maladies infectieuses, dans les 2 branches, l'une à l'Institut Imagine, qui est situé à l'hôpital Necker, et l'autre à l'Université Rockefeller de New York. Résultat, 1/4 des formes sévères du Covid-19 s'expliquent par une anomalie génétique ou immunologique. En pratique, dans une première étude, il en ressort que 1,3% des formes graves du Covid s'expliquent par des anomalies génétiques du gène TLR7. Dans la deuxième étude, les auteurs ont démontré que 15 à 20% des formes sévères sont causées par la présence dans le sang de patients d'auto-anticorps qui visent spécifiquement les interférons de type 1.
Grâce à des expériences menées in vitro par l'équipe de Monsieur Rice, prix Nobel 2020, il a été mis en évidence que ces anticorps bloquent l'effet protecteur de ILFN1 sur la réplication virale. Ce qui veut dire que le virus pénètre ainsi dans les cellules sans rencontrer de résistance et se réplique de façon incontrôlée. Igor, Oui. comme tu le sais, ils ont fait une autre découverte. Et oui, Grishka, la présence d'auto-anticorps sont très rares avant 65 ans et augmentent ensuite exponentiellement en vieillissant. Voilà. Alors Igor, qu'a-t-on fait de ces données scientifiques ? Rien, Grishka. Pourtant, quand je lis cet article scientifique dont personne ne parle, qui constate que les formes graves peuvent s'expliquer par la génétique, c'est-à-dire auprès d'une population assez ciblée, je m'interroge sur l'absolue nécessité politique de pratiquer des injections V+- en masse, alors qu'il est démontré que l'injection n'empêche ni la transmission du virus, ni de tomber malade. Cependant, qu'on ne connaît pas les effets de l'injection expérimentale à court, moyen et long terme, alors que je feuillette le Figaro du 3 février 2022, que je découvre que Pfizer bénéficierait d'une clause de non-responsabilité. En effet, le géant pharmaceutique semble s'être dédouané de tout effet secondaire lié à l'injection, ce que Pfizer ne dément pas. N'est-ce pas, Igor ? Et bien sûr, alors... Oui, Grishka, alors qu'un traitement simple et pas cher existe, les médecins sont conditionnés pour prescrire des boîtes de Doliprane. Merci Igor. De surcroît, on observe que dans les pays qui pratiquent le plus d'injections V+-, c'est là qu'il y a le plus de cas Covid. Pourquoi cela ne nous inspire pas davantage de prudence ? La France est le 7e pays le plus vacciné au monde et le numéro 2 mondial en termes de cas Covid. Le V++ remplit-il son cahier des charges ? Cette politique sanitaire ne montre-t-elle pas ses limites ? Quelque chose dysfonctionne ? Mais quoi ? Je vous laisse méditer et je vous dis à la semaine prochaine. Bravo. Voilà, donnez la parole à ceux qui ne l'ont pas. Voilà, ce n'est pas Thierry Ardisson qui parle, c'est bien moi, c'est bien Sébastien Barriot qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. Puisque j'avais écouté, je me suis dit oui que c'était intéressant de vous faire venir. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui vous ont contacté. Oui, c'est un témoignage et c'est du vécu. C'est ce que vous avez vécu. C'est ça. Voilà. Et quand déjà la première fois vous avez failli y passer, la deuxième fois aussi. Et quand on voit qu'on vous accepte pas, c'est-à-dire c'est un truc de fou aujourd'hui. Par rapport à tout ce qui... La vraie question, c'est pourquoi, pour soigner des malades qui ont une pneumonie, on leur donne du Doliprane. On sait quand même tous que ça ne fonctionne pas. Voilà. Oui, voilà, si vous donnez les antibiotiques et tout ce qui suit, ça va fonctionner automatiquement. On continue avec monsieur David Bowling à l'imitation. Oui, alors, c'est parti. On parlait des animaux, là, tout de suite, et je voulais dire à ce gros con qui a tapé son chat que je l'emmerde. D'accord, ok. Voilà. Le gros con qui a tapé le chat, on l'emmerde. Voilà, parce que j'ai vu des vidéos, c'était absolument immonde, cette espèce de footballeur de... Bon, mais vous en avez plein des vidéos comme ça, vous savez. C'est déjà... Non, mais parce que voilà. Voilà, ne tapez pas les chats, ne tapez pas les animaux. Parce que les animaux, mon père m'a toujours élevé dans le respect de la nature, des gens et des animaux. Je suis d'accord avec vous. Et quand je vois ce que j'ai vu, parce qu'on parlait des animaux et qu'on parlait de ça, ce mec, je l'emmerde. Je l'emmerde. Voilà, exactement. Je t'emmerde, gros con. Vous l'avez dit, on l'a bien écouté. Allez, c'est à vous. Donc j'ai pensé au pass vaccinal. Allez-y. Moi, je fais partie. Je suis pas anti-vax, mais je fais partie des gens qui se posent des questions. Vous faites partie, vous êtes d'une partie, voilà, tout simplement. Non, mais je me pose des questions, c'est tout. Posez-vous des questions, c'est bien. Alors, on y va. Chut, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Vas-y. Allez, c'est parti. On va y arriver. On est en direct. Allez. Et après, je vais vous faire chanter. 20 minutes de chanson. Un quart d'heure de chanson déjà. Cruchot, vous avez vu Gabriel Attal, hein? Il a évoqué la fin du pass vaccinal pour fin mars, début avril. Mais c'est normal, mon adjudant. Bon, et pourquoi? Parce qu'il y a des élections, mon adjudant. Et alors, un petit geste. Eh ben, il est bienvenu. Et dis donc, il aurait pu le faire avant. Oui, mais avant, il valait mieux garder ça pour cette occasion, mon adjudant.
Comme ça, on berne le peuple, ceux qui se dit que vous êtes formidable, et on vote pour vous. Vous avez compris, mon adjudant? Ah, c'est bon, ça. Ah, c'est incroyable, Cruchot. Vraiment, on nous prend pour des cons, hein. Ah, on nous prend pour des cons. Ça, c'est sûr, mon adjudant. Ouais. Et Martin Hirsch, qui prône que les non-vaccinés devraient payer leurs soins. Ah, s'ils sont malades. Or qu'on n'a pas le droit d'imposer une injection de quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est dans le code de Nuremberg 47, je l'ai vu. Il faut dire que Martin Hirsch, c'est quand même le gars qui a travaillé pour Emmaüs et qui après a diffamé le docteur Delépine. Il lui a fermé son service à Garches, d'oncologie pour les enfants, sous prétexte qu'elle refusait d'appliquer des traitements standardisés ou d'effectuer des essais cliniques sur les enfants. Le code de Nuremberg, 1947. Le code de Nuremberg établit une liste de critères contenus dans le jugement du procès des médecins de Nuremberg, décembre 46, août 47, qui précise les conditions auxquelles doivent satisfaire les expérimentations pratiquées sur l'être humain pour être considérées comme acceptables. Le docteur Knock va nous en parler. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne intéressée doit jouir de capacités légales totales pour consentir. Qu'elle doit être laissée libre de décider sans intervention de quelques éléments de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d'autres formes de contrainte ou de coercition. Il faut aussi qu'elle soit suffisamment renseignée et connaisse toute la portée de l'expérience pratiquée sur elle, afin d'être capable de mesurer l'effet de sa décision. Avant que le sujet expérimental accepte, il faut donc le renseigner exactement sur la nature, la durée et le but de l'expérience, ainsi que sur les méthodes et les moyens employés, les dangers et les risques encourus et les conséquences sur sa santé ou sa personne, qui peuvent résulter de sa participation à cette expérience. L'obligation et la responsabilité d'apprécier les conditions dans lesquelles le sujet donne son consentement incombe à la personne qui prend l'initiative et la direction de ces expériences ou qui y travaille. Cette obligation et cette responsabilité s'attachent à cette personne qui ne peut les transmettre à nul autre sans être poursuivie. L'expérience, hein, elle doit pas être tentée lorsqu'elle a raison a priori de croire qu'elle entraînera la mort, hein, ou la validité du sujet, ouais, parce que à l'exception des cas où les médecins qui font les recherches servent même de sujet à l'expérience. Enfoiré. Le scientifique chargé de l'expérience doit être prêt à l'interrompre à tout moment s'il a une raison de croire que sa continuation pourrait entraîner des blessures, l'invalidité ou la mort pour le sujet expérimental. Pour Macron, mon pauvre Macron, quel plaisir de picouser pour vous, on est véreux comme des fous. Mon pauvre Macron, ce que tu fais ici-bas, un jour Dieu te le rendra. Bam! Bravo! Voilà, bah écoutez, voilà, non, vous inquiétez pas, monsieur Macron, il vous aime bien. Oui, bien sûr, moi je l'adore. Voilà, il adore le président de la République. Ah, je l'adore. Alors, on va